Évolution des prix, évolution des ventes, perspectives, innovation, coup de projecteur aujourd'hui dans l'émission sur l'immobilier neuf Figaro Immo. C'est parti. Deux invités dans cette émission de rentrée de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir sur le plateau. Pascal Boulanger, bonjour. Président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers de France, et Julien Pemzec. Bonjour Olivier. Co-président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France. Et on va voir avec tous les deux, évidemment, les perspectives, les innovations, et évidemment aussi évoquer le marché du neuf. Mais tout d'abord, en introduction, j'ai envie de vous demander à tous les deux, puisqu'on est à la rentrée, dans cette rentrée, dans quel état d'esprit abordez-vous cette rentrée? Pascal Boulanger. Écoutez, le premier mot qui vient est un mot un peu pessimiste, inquiet. Nous avons une autre conférence de presse ce matin et les chiffres annoncés ne sont pas bons, ils sont même historiquement mauvais. Mais l'optimisme doit l'emporter. Nous avons un nouveau gouvernement depuis quelques jours, motivé. C'est peut-être aussi le moment d'acheter. On en parlera, j'espère, dans votre émission. Nos projets sont résilients, nos projets sont pleins d'avenir. J'ai envie de parler de tout ça avec vous, dans une conjoncture difficile, mais motivante. Très bien. Julien Pemzec, l'état d'esprit en cette rentrée. L'état d'esprit, c'est à l'attaque. En fait, c'est vrai comme l'a dit Pascal, on traverse une période difficile dont on n'est pas vraiment sorti. Mais c'est un moment où justement il faut mettre 2 fois plus d'énergie pour innover, proposer de nouvelles choses, aussi bien aux élus, aux aménageurs et puis évidemment à nos clients. Donner envie, en fait. Donc c'est à ça que notre profession, en fait, travaille avec acharnement. Très bien. Alors, Pascal Boulanger, l'émission est enregistrée, nous sommes aujourd'hui jeudi 5 septembre et vous avez communiqué ce matin les résultats de l'immobilier neuf. Alors, en détail, quels sont les principaux enseignements? Jamais été aussi mauvais, malheureusement. La demande qui s'effondre. On est aux alentours de 45 à 50% de ce qu'on devrait faire d'une année normale, aussi bien en termes de réservation qu'en termes de dépôt de permis de construire, que de mise en chantier, que d'offres. Donc un marché qui, pour faire très rapidement, j'ai peut-être pas commenté tous les chiffres, mais qui s'est réduit de 50%. Oui. C'est un vieux débat qu'on a entre nos gouvernants qui trouvaient que le logement était un peu trop cher. Nous aussi d'ailleurs, on connaît les raisons, c'est plutôt des taxes, c'est plutôt des normes, des contraintes. Et eux ont cru qu'en faisant souffrir un peu la filière, le prix du logement allait baisser. Dans le logement neuf, le prix n'a absolument pas baissé depuis 3 ans que nous souffrons, toujours à peu près dans les mêmes épures de prix, à 1 ou 2% près. Donc on est autour des 5 000 euros par mètre carré en absolument, moyenne à peu près, oui. France confondue, ça dépend des trimestres, c'est entre 4 950 et 5 040, donc effectivement. Ah, voilà, on voit le tableau là, ici en image, 4 978 euros. Bon, voilà. On est autour des 5 000 euros du mètre carré. Que les prix ne bougent pas. Ouais. Ce qui se passe, c'est que comme on ne trouve pas de réalité économique, on retire des opérations. Et un nouveau chiffre, une nouvelle statistique que je tiens maintenant que depuis ce trimestre, on a retiré 23% de nos projets pour des raisons uniquement économiques. D'accord, économique. Sur les mises en vente, où en est-on? Mais les mises en vente, c'est pareil, on ne met plus rien en vente. On a déjà beaucoup de difficultés à écouler le stock actuel, donc on met très peu en vente et on met en vente à peu près la moitié de ce qu'on met une année moyenne. Voilà, on voit sur 6 mois, là, le tableau. Regardez, c'est très simple. Ouais. Une année normale, on est à 75 000. Une année moyenne, plutôt à 60 000, là, on est à 28 000. Donc, vous voyez, on met quasiment plus rien à la vente. En matière d'offres, où en est-on? On a un stock d'offres intéressant, faible, mais élevé par rapport à une demande assez faible. Les prix n'ont pas baissé, mais je sais que les promoteurs, mes confrères et adhérents, font quelquefois des opérations un peu promotionnelles, souvent dans 3 cas, pour lancer commercialement leur opération, pour peut-être aussi pouvoir démarrer leurs travaux. Vous savez, on cherche toujours le petit quota. Et à la fin, pour ne pas avoir ce qu'on appelle, nous, du stock dur, des appartements achevés mais non réservés. Donc, on est ouvert, dans certains cas, à une petite négociation parce qu'il faut bien écouler ce stock. Donc, comment ça se passe? C'est quelle forme des promotions, des nouveaux modèles, en fait? Oui, alors chaque promoteur a ses idées.
idée, mais quelquefois, je vois des frais notaires offerts ou 1 000 € par pièce. Ou des équipements. Ou des équipements, absolument. Bon, chacun a sa petite ingéniosité. Mais nos prix restent fermes. On est ouvert à quelques négociations parce qu'il faut bien vendre les produits lancés. Mais on a peur de relancer de nouveaux produits. Sur l'évolution de la demande, à la fois ceux qui achètent pour habiter et puis les investisseurs qui achètent pour mettre en location. Où en est-on justement sur cette part? Écoutez, dans les deux cas, ça a fortement baissé. C'est à peu près, pour faire très rapidement et schématiquement, divisé par 2 chez les propriétaires occupants, ceux qui achètent pour habiter, et presque divisé par 4 chez les propriétaires investisseurs. Et pourtant, c'est le moment, parce que les taux d'intérêt ont baissé. On a une loi Pinel qui sera effective jusqu'au 31 décembre. Malgré ça, on sent un attentisme, il y a eu un flou politique, il y a eu une montée des taux d'intérêt. Tout ça semble être derrière nous et j'espère qu'on va faire un excellent 3e et 4e trimestre. Alors on va le voir justement pour évoquer l'Île-de-France avec Julien Pemzac, mais sur le dispositif Pinel, dispositif qui permet en fait à un investisseur d'acheter un bien neuf, de le mettre en location pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Ce dispositif qui a permis aussi de construire des logements et donc de loger des familles derrière. En fait, ce dispositif, il s'arrête officiellement au 31 décembre de cette année. La Cour des comptes dénonce à la fois des aspects plutôt négatifs et aussi elle reconnaît des aspects bénéfiques pour justement ceux qui vont loger et indique aujourd'hui la Cour des comptes ça a permis en fait ce dispositif de relancer des opérations. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous souhaitez en matière d'investissement locatif ? Écoutez, moi, je l'ai lu attentivement. Nous avons été fortement questionnés aussi par la Cour des comptes. Je trouve que le rapport de la Cour des comptes est juste. Il donne vraiment les vertus du Pinel. Le système n'est pas parfait, mais j'ai fait des extraits choisis dans une lettre conférence de presse que je viens d'envoyer, un communiqué de presse plus exactement, dans lequel on reprend les 10 principales phrases clés de la Cour des comptes. Et c'est plutôt favorable au Pinel. Maintenant, dans les contraintes, ils nous disent que ça fait 40 ans qu'on ne peut plus vivre sans dispositif, un peu comme si nous étions addicts, ce qui est vrai, mais c'est la compensation normale d'un logement surtaxé par rapport au reste. Une forme de dépendance. La Cour des comptes dit qu'il y a une forme de dépendance des promoteurs. Mais attendez, pourquoi on a toujours eu ce dispositif fiscal depuis les années Méhaignerie, 85-86 à peu près? Parce que le logement a toujours été taxé. C'est un bien de première nécessité. Il est taxé à 20%. Le sucre est taxé à 5,5% et il peut donner le diabète d'ailleurs. Ça, c'est un peu pour l'anecdote. Un logement, c'est que bénéfique. C'est taxé à 20%. Vous avez des taxes d'aménagement. Vous avez l'impôt sur la fortune immobilière pour ceux qui ont plusieurs logements. Et donc, à un moment, le législateur s'est rendu compte que ça ne marchait pas si on ne compensait pas tout ça. Et plutôt que de diminuer toutes les taxes du logement, c'était pas facile à faire, il a dit bon d'accord, je comprends que c'est un peu trop lourd et donc je remets une défiscalisation qui viendra, entre guillemets, compenser ou décompresser un peu toutes ces taxes. Donc oui, nous sommes un peu addicts, c'est la phrase qui a été employée, mais c'est pas de notre faute. Nous, on est très simple, il y a une thèse chez nous, c'est ne mettez plus aucun avantage fiscal, ne mettez plus rien, mettez une taxe à 5,5 sur le logement puisque c'est un bien de première nécessité, n'imposez plus les revenus fonciers et vous allez voir, on va savoir se débrouiller. Donc vous ne demandez pas une prolongation en fait, de ce dispositif? Plutôt, oui, parce qu'aujourd'hui, alors qu'on a encore le dispositif, vu la conjoncture, vu les taux d'intérêt, la montée des prix dus aux matières premières, etc., ne revenons pas sur le sujet, les investisseurs se sont divisés par 4. Ouais. On fait habituellement par trimestre environ 16 000 réservations aux investisseurs. Là, on est à un peu plus de 4 000. Mais on a encore le dispositif. Je n'ose pas imaginer le chiffre dans 4 mois quand on n'aura plus le dispositif. Donc, ce n'est pas le moment de l'arrêter. Très bien. Julien Pemzac, comment se comporte le neuf en Île-de-France? Je ne vais pas du tout contredire Pascal. En Île-de-France, en fait, le marché il n'échappe pas à la règle. Il suit la même tendance que la tendance nationale. Et pourtant, on est dans un marché particulier où la pression est très forte. La pression locative, par exemple, est très forte. Avant de venir, je relisais un article que le Figaro avait publié en janvier. Plus de 1100 demandes pour une mise en location d'un 2 pièces à Paris il y a quelques mois.
pas. Mais en fait, des exemples comme ça, en réalité, il y en a tous les jours. Donc, on est dans un secteur qui manque cruellement de logements, dans une région où la décohabitation induite par les séparations est extrêmement forte. Donc, en plus, avec une demande qui doit évoluer, on n'a pas tellement besoin d'un nombre très conséquent de 4 et 5 pièces. On a besoin, en revanche, de beaucoup de petits logements qui vont répondre justement donc, à ces enjeux de décohabitation, mais aussi tous les jeunes étudiants. On a la chance en Ile-de-France d'héberger les plus grandes écoles d'enseignement supérieur. Bon, les jeunes, quand ils arrivent, ils ont besoin aussi de se loger. Donc la pression est très forte et néanmoins, on voit aussi, comme cette tendance nationale, que la production est en ce moment très basse. Et pourtant, je rejoins Pascal. Ils viennent d'où alors ? Au-delà de l'aspect économique, est-ce qu'il y a des élus, des maires qui refusent justement, qui remettent en cause des permis ? Avant de parler des élus et des maires qui sont quand même des alliés de l'acte de construire, c'est vrai qu'on a subi un arrêt à l'échelle nationale lié à l'augmentation des taux et en fait c'était difficile parce qu'il a fallu que tout le monde se déshabitue à une dette qui coûtait quasiment rien et donc ça a rééchelonné le pouvoir d'achat de tout le monde et donc ça a induit aussi chez nous un besoin d'adaptation de l'ensemble des projets que nous réalisions. Quant aux élus, c'est difficile d'être maire et d'encourager la construction parce que globalement il y a une pression plutôt pour le calme, donc des travaux ok mais pas devant ma fenêtre et donc en fait là on a besoin de redoubler d'ingéniosité parce qu'on est en plus sur un secteur qui est le secteur le plus dense de France, donc on construit vraiment la ville sur la ville là et donc c'est pour ça que des nouveaux modes constructifs se développent. Il faut qu'on soit plus ingénieux, il y a beaucoup plus de concertation pour pouvoir réaliser les projets et en fait que tout le monde en fait s'embarque dans ces aventures de construction. Des secteurs porteurs particuliers en Ile-de-France ? On pense au Grand Paris, les gares, Paris. Bien sûr, alors la carte des transports en commun qui a considérablement évolué en 10 ans, enfin ce chantier du Grand Paris Express, c'est pharaonique et là on en voit les premiers effets, c'est formidable. Vous avez peut-être pris la ligne 14 pour aller à Orly ou alors le RER pour rejoindre la Porte-Maillot à la gare du Nord. C'est en train de totalement changer la carte en fait de nos temps de déplacement et c'est formidable pour les franciliens et effectivement en même temps ça a créé des rééquilibrages. On a vu notamment beaucoup plus de projets se développer à l'est qu'à l'ouest alors qu'historiquement c'est vraiment l'ouest de l'Île-de-France qui portait une grande majorité des projets neufs. Donc tout ça est intéressant et nous on s'est adapté pour en fait proposer des projets à ces endroits qui sont plus sollicités aujourd'hui. Très bien. Alors, Julien l'évoquait tout à l'heure, l'acte de construire, les rapports avec les collectivités, les métiers qui changent aussi, les pratiques qui évoluent. C'est un grand bouleversement, Pascal. Oui, c'est un bouleversement. Il y a eu d'abord un bouleversement psychologique. Nous, on a vu ce bouleversement arriver lors des dernières élections municipales au printemps 2020. Vous vous rappelez, en 2 temps, avec le Covid entre-temps, mais on a vu un changement. Les maires qui étaient élus ont été des maires qui étaient non bâtisseurs. Et il s'est fait une espèce de contagion, quelle que soit la tendance politique, c'est pas une tendance... Non. C'était, les maires se sont dit, mais la population ne veut plus de l'acte de construire, du moins pas près de chez elle. Et donc, nous, les maires, on doit respecter cette volonté, et en plus, si on ne la respecte pas, les gens n'oublieront pas de nous remercier pour les prochaines élections. Donc, on a vu, nous, tout de suite, une diminution de la constructibilité des terrains. Un terrain sur lequel on pouvait faire 100 logements, on a fait des statistiques, c'était déjà diminué à 65%. Donc en moyenne, les PLU ont diminué de 35%. Alors on a vu ça et donc un manque d'offres et beaucoup de maires qui disent mais moi je veux rien, vous comprenez, j'ai été élu en disant que grâce à moi il n'y aurait plus rien pendant mon mandat, etc. etc. Ça a été notre vrai sujet jusque la montée des taux d'intérêt, novembre 2022. Et on avait réussi à avoir très peu d'offres. Ce qui est, quand je dis réussi, c'était plutôt une contrainte. On aboutissait à très peu d'offres.
En novembre 2022, montée des taux d'intérêt, on arrive au maximum de ce qu'on pouvait avoir en solvabilité des clients, et là, ça décline. Et donc, tout en ayant... La combinaison, en fait, des deux, c'est ça. Oui, tout en ayant très peu d'offres... les freins sur les permis de construire. Absolument. Tout en ayant très peu d'offres, on avait quand même trop d'offres, parce que d'un seul coup, la demande s'est stoppée. Et en ayant moins d'offres, on a allongé nos délais d'écoulement, qui sont passés de 10 mois en moyenne à aujourd'hui 23 mois, en ayant moins d'offres. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, nous, on doit retravailler avec des nouveaux concepts. Beaucoup moins d'offres, beaucoup moins de demandes. Pourtant, le besoin est là. C'est ça qui est terrible, c'est que quand je vois nos gouvernants, tout le monde est parfaitement conscient que le besoin est de plus en plus criant, mais on n'arrive pas à faire coïncider cette offre et cette demande, parce qu'aujourd'hui, les prix sont devenus, pour des raisons sûrement techniques, trop élevés. Et alors, comment être en phase avec le pouvoir d'achat des ménages ? Comment justement produire des logements neufs qui coûtent, et puis il y a les normes, il y a les coûts de construction, mais si au final l'acquéreur ne peut pas parce que c'est trop cher, comment faire ? Quelle est la bonne équation ? C'est compliqué. La bonne équation, oui, c'est très compliqué. D'abord, il faut une volonté politique, et jusqu'à maintenant, elle n'y était pas. Le politique nous disait non, tant pis, il faut que ça se casse la figure pour que ça reparte sur de meilleurs prix. On vient de voir tout à l'heure que les prix n'ont pas bougé, sauf à la marge. Ce n'est pas le seul sujet, on se retire du marché. Donc aujourd'hui, il faut rendre le logement un peu plus simple, c'est-à-dire peut-être moins de normes, moins de contraintes. Donc une pause sur les normes. Oui, déjà. peut-être même en retirer quelques-unes, quoi, parce que ça coûte. C'est formidable. Tout ça part d'un bon sentiment. Sauf qu'à un moment, une fois j'ai dit presque en plaisantant, on a pensé à protéger toutes les catégories, sauf les acquéreurs. Parce qu'à un moment, ça rajoute du prix, et on voit que quand les taux d'intérêt montent un petit peu, ça coince. Et après, il faudra une relance, et la relance devra être, à mon avis, très certainement fiscale, parce que de toute façon, Bercy sera gagnant, puisque aujourd'hui, il n'encaisse plus la TVA, puisqu'on ne vend pas. Donc, il n'encaisse pas la TVA sur ce qu'on ne vend pas. Donc, nous, on dit, faites un petit effort pour relancer la machine. De toute façon, vous êtes gagnant. Moi, je propose que du gagnant-gagnant à Bercy. On est aussi soucieux des deniers de l'État. On est parfaitement conscient que la situation de la France est complexe en termes de recettes publiques ou de dépenses et de recettes publiques. Donc, on propose des solutions gagnantes-gagnantes, mais il faut redonner un petit coup de booster, si vous me permettez l'expression, parce que sinon, ça ne redémarre pas. Sur la relance, comment relancer justement à la fois l'intérêt et la vente de logements neufs ? On voit là en image aussi des réalisations de promoteurs immobiliers, des prix, des perspectives, en fait, des pyramides d'or, en fait. Oui. Voilà, on voit d'abord, on peut souligner que le logement neuf n'a jamais été autant aligné avec les enjeux à la fois d'usage, de qualité d'usage et les enjeux environnementaux. En France, on a mis en place la réglementation environnementale 2020, qui est une des réglementations les plus ambitieuses relatives à la réduction de l'empreinte carbone, qui est un des enjeux de notre industrie. Et il faut dire que, en fait, à justement toute cette transition. Et très clairement, le métier s'est emparé de ce sujet, comme beaucoup d'industries, mais nous, avec beaucoup d'énergie, avec des signaux très forts, et quasiment, a quasiment réussi à réduire de moitié son empreinte carbone. Donc c'est un effort énorme qui a été fait, et ça se traduit aussi par des logements beaucoup plus qualitatifs, c'est-à-dire que les gens qui vont emménager dans les logements neufs que nous produisons vont diviser par 2 ou 3 leur facture énergétique, et donc ça, on a bien vu pendant le début de la crise entre l'Ukraine et la Russie, on avait oublié que ça coûtait cher l'énergie, et puis là d'un coup on a vu la volatilité qu'il pouvait y avoir. Voilà, les bâtiments qu'on produit sont beaucoup plus vertueux sur ces sujets-là, les qualités acoustiques, phoniques sont excellentes également, et puis là on le voit au travers des réalisations, des espaces extérieurs qui sont très plébiscités aussi par les usagers, qu'on ne trouve pas forcément dans l'ancien, et qui est une qualité en fait de nos réalisations, qui sont en plus à l'esthétique remarquable, et donc c'est ces choses-là. Et puis il y a toujours aussi les attributs du neuf, vous savez, les frais de notaire sont réduits, on ne va pas payer la taxe foncière pendant le début de son aménagement. Pas de travaux pendant de longues années. Pas de travaux à faire pendant une dizaine d'années, et les garanties qui protègent en fait vraiment l'acquéreur, donc à la fois les garanties financières mais les garanties de réalisation, qui sont des axes très forts en fait de démarcation du logement neuf, et qui font que c'est vrai, on le dit là aujourd'hui, c'est un bon moment, parce qu'en plus on est dans une tendance baissière des taux à nouveau, donc on n'était pas dans cette tendance là, donc les gens, ça a été un de nos gros sujets pendant l'année dernière et
et le début de cette année, le parcours de financement, on avait des gens qui voulaient être propriétaires, mais qui malheureusement n'arrivaient pas à obtenir le financement parce que chaque semaine, les taux augmentaient. Donc quand on pensait pouvoir s'acheter un appartement, un mois plus tard, on découvrait qu'il allait nous manquer 10 à 15 000 euros. Et donc ça remettait en cause en fait ce projet d'achat. Ce qui transforme aussi notre métier. Hein. Nous, promoteurs, en fait, on est obligé de s'impliquer, d'accompagner nos acquéreurs, nos clients dans leur parcours de financement, innover sur des solutions aussi d'accompagnement de ce financement avec des packages plus étoffés. Et puis c'est plus que des bâtiments et des mètres carrés, il y a aussi tout à prendre en compte, évidemment les élus, les riverains, les institutionnels, les acteurs économiques. Enfin, on est vraiment aussi là sur des opérations qui sortent de terre, dont vous pouvez être fiers. Sur la promotion. Et puis je parlais là dans les adaptations de produits, aussi les typologies des logements qu'on produit. En fait, ça faisait des années qu'on s'interrogeait plus tellement sur la taille des appartements et les répartitions entre les studios, 2 pièces, 3 pièces, parce qu'en fait, quasiment tout trouvait preneur. Et là, aujourd'hui, on réaffine nos analyses de marché pour faire des produits spécifiquement adaptés. Pascal, justement. Moi, Julien a presque tout dit. C'est vrai qu'on a dû... Toute crise a un côté positif. Réinventer réinventer, c'est peut-être un peu prétentieux. On réfléchit un peu plus sur le sujet. C'est vrai qu'avant, la vente était plutôt aisée et on avait une tendance naturelle à recopier des modèles qui marchaient bien, d'ailleurs, dont personne ne se plaignait. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus complexe, qu'il faut être plus dans le détail, plus près du client acquéreur. Même le client investisseur, il regarde. Bon. Donc, et comme l'a dit Julien, nous, on a créé à l'AFP les pyramides, nos fameuses pyramides que vous connaissez bien, Olivier. C'est quand même pour montrer l'excellence. On a voulu montrer ce que nous étions capables. C'est un peu nos Oscars à nous, ces pyramides, et il sort des projets quand même. Image, voilà, donc projets qui ont été primés depuis 2019. Oui, il y a 9 pyramides. Il y a souvent ce qu'on regarde, c'est l'esthétique, mais il y a des pyramides du jeune promoteur, des pyramides de l'économie d'énergie, etc., etc. Il y en a 9. Donc, on essaie d'aller chercher l'excellence parce qu'on doit aussi montrer l'exemple. Et si on veut que le logement neuf ait une place dans la société, il doit être exemplaire. On est un peu en concurrence avec le logement ancien qui est moins cher, pour qu'il y ait une place digne de ce nom pour le logement neuf, qui est forcément techniquement, économiquement plus cher, il faut qu'il soit vraiment au-delà des prestations habituelles que l'on attend. Et ça veut dire justement penser mobilité, penser espace partagé, nouveaux usages. En fait, il y a tout ça aussi à prendre en compte que l'ancien ne peut pas, à moins de réhabiliter, de retravailler sur l'existant, qui est aussi une tendance. Mais sur le neuf, il y a de véritables créations. C'est vrai qu'on peut faire tout à fait du sur-mesure, quoi. Bien sûr, on peut faire du sur-mesure. Et puis, on a vu aussi, il y a des produits émergents comme le co-living, des résidences dédiées aux seniors. Tous ces produits, en fait, aujourd'hui, se développent bien. Et on voit en plus... quand ils sont mis en location ou en vente, ils trouvent très rapidement des preneurs. Donc c'est vrai que ça nous amène à nous renouveler. Moi, je voulais revenir sur le Pinel dont on a parlé, parce qu'on a souvent tendance à caricaturer le profil de l'investisseur privé qu'on voit comme un multipropriétaire de 15 appartements qu'il n'entretient pas, dont il sert essaie de chercher le maximum de profit. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, un investisseur Pinel, c'est un petit épargnant. Le profil, c'est quelqu'un qui a entre 40 et 50 ans, une famille classique, je dirais, qui cherche en fait à se créer un complément de revenu pour sa retraite, sur lequel il peut avoir légitimement quelques incertitudes quand on se projette à 15-20 ans. Et c'est vrai que c'est en plus un dispositif qui a permis d'amorcer des quartiers. Il y a des endroits où aucun investisseur institutionnel n'aurait voulu venir quand on était à la jeunesse de quartier. C'est presque un acte citoyen. Exactement. Précis, ça a permis d'émerger certains quartiers. Et notamment sur le plateau de Saclay, c'est un endroit qui a vu le jour grâce à ce type d'investissement qui fonctionne aujourd'hui très bien. Et à la fois, c'est en train de faire corps, ça a élargi des zones d'activité et de villes. En fait, ça a agrandi des villes et en plus, ça a créé ce petit complément de revenu dont je parlais tout à l'heure. Très bien. En conclusion, tous les deux, allez, donnez-nous envie d'acquérir dans le neuf, que ce soit pour habiter ou pour investir. Et en tant que président, Pascal Boulanger, aussi les attentes peut-être politiques ou des messages à délivrer, mais déjà sur l'envie d'acheter du neuf. L'envie, nos appartements n'ont jamais été aussi beaux, aussi résilients, aussi travaillés. Vient de vous l'expliquer avec Julien. Les prix ne baisseront pas parce que c'est un prix technique, donc arrêtons de croire en cette chimère. On aimerait bien, nous, plus les prix baissent, plus on recevabilise nos clients, mais on n'y arrive pas. Donc les taux d'intérêt baissent,
Le Pinel va bientôt peut-être s'arrêter. C'est le moment ou jamais, franchement. Sur l'attente politique, j'aimerais bien que nos amis nouvellement arrivés au gouvernement comprennent que ce match, il faut que tous ceux qui sont dans l'acte de construire souffrent, c'était leur débat, pour que les prix baissent ne marchent pas, on se retire du marché, donc il faut qu'ils nous aident, on est prêts, on a plein de propositions gagnant-gagnant pour l'État, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est très soucieux des dépenses publiques, donc je suis à la disposition du ministre du Logement, du ministre de l'Économie, comme je l'ai fait pendant mon précédent mandat, pour leur expliquer ce qu'on peut faire, et c'est du gagnant-gagnant, il n'y a pas de perdant dans notre système. Julien, en conclusion. Je ne veux pas paraphraser Pascal, mais je le dis tout à l'heure, aujourd'hui, acheter un logement neuf, c'est la garantie d'avoir une habitation fiable, respectueuse dans l'environnement et puis créant du coup un confort qui est quand même très élevé. Et donc c'est quand même ça aussi qu'on recherche, on cherche un lieu de vie. Et là pour le coup, on va avoir un lieu de vie tout à fait à l'avant-garde de ce qui peut se faire aujourd'hui. Les banques sont là. J'aurais pas dit la même chose il y a 6 mois, mais elles sont demandeuses. Elles sont prêtes à prêter et donc en fait il faut aller vers les banques. Les promoteurs sont assez imaginatifs aussi en ce moment sur des nouvelles formules d'accompagnement de l'accession à la propriété. Certains proposent même des offres qui permettent de devenir propriétaire pour un prix équivalent à un loyer. Donc il y a des choses nouvelles qui se profilent, donc il faut être à l'affût. Et ce que je veux vous garantir aussi, c'est quand on cherche un logement neuf, on trouve forcément chaussure à son pied, puisqu'il y a une offre suffisamment étoffée qui permet en fait de trouver précisément ce que l'on va rechercher. Et puis on est dans un investissement durable, donc je pense que ça combine toutes les qualités dans ce qu'on peut attendre d'un logement. Très bien. Optimiste ? Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Un président de fédération, par définition, doit être optimiste. Donc on n'a pas le choix. Nous sommes optimistes. Merci en tout cas à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Et puis merci, on y voit plus clair en tout cas sur à la fois le marché et puis tout ce que vous faites pour l'immobilier neuf en France et en Ile-de-France. Julien Pemezec, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Pascal Boulanger, merci infiniment. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.